Il existe en diplomatie un principe que les responsables politiques français paraissent avoir effacé de leur mémoire. Un principe élémentaire, implacable, valable partout dans le monde. Lorsqu'on acculère une nation souveraine, elle ne capitule pas, elle change de cap. Et plus la pression est forte, plus le changement de cap est radical. Depuis 18 mois, la France acculait l'Algérie. Ce que je vais t'exposer ce soir n'est ni une prise de position, ni un ressenti personnel, ni une quelconque nostalgie post-coloniale à rebours. C'est de la géopolitique chiffrée, des données brutes, des dates précises, des mécanismes documentés, des conséquences logiques que les grands médias français se refusent à énoncer clairement. Car dès l'instant où tu énonces ces conséquences, tu saisis pourquoi cette histoire finira mal. Pas pour l'Algérie, pour la France. Cette analyse va démêler 3 éléments que les plateaux français entretiennent volontairement dans la confusion. Premièrement, la réalité concrète de ces expulsions, les vrais chiffres, les chiffres dissimulés. Le dispositif juridique que personne ne prend la peine de t'éclairer. Deuxièmement, les raisons pour lesquelles la France agit ainsi, précisément en 2026, et qui en tire un bénéfice politique. Troisièmement, les 5 facteurs précis qui expliquent pourquoi cette tactique va se retourner contre la France d'une manière que ses propres architectes n'ont pas envisagée. Et au terme de cette analyse, je te soumettrai une seule question, mais elle t'occupera l'esprit pendant plusieurs jours. Commence par me dire depuis quel pays tu nous suis en ce moment. Algérie, France, Canada, Belgique, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Espagne, Tunisie, Côte d'Ivoire, Sénégal, États-Unis, Australie. Inscris ton pays dans les commentaires, maintenant, pas à la fin, maintenant, parce que je veux cartographier d'où s'élève la voix algérienne sur cette planète. Acte 1, la réalité des chiffres sur les expulsions. Ce que la France proclame et ce qu'elle accomplit réellement. Voilà ce que les médias français te servent en boucle. La France reconduit des Algériens en situation irrégulière à la frontière. L'Algérie refuse d'émettre des laissez-passer consulaires. C'est inacceptable. C'est un rapport de force. La France se doit de démontrer sa détermination. Voici maintenant les chiffres réels, ceux que ces mêmes médias s'abstiennent de mettre sous les projecteurs. Entre janvier et juillet 2021, les tribunaux français ont prononcé 7 731 obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, à l'encontre de ressortissants algériens. Combien ont effectivement été mises à exécution? 22, sur 7 731. Un taux d'exécution de 0,28 %, soit moins d'1 %. Et depuis le début de l'année 2026, après des mois de pression diplomatique à son paroxysme, après un accord obtenu au prix de longues négociations, la France est parvenue à réaliser entre 140 et 150 reconduites à la frontière, face à des dizaines de milliers d'OQTF qui demeurent en suspens. Prends le temps de mesurer l'abîme entre la réalité et le discours. La France produit des dizaines de milliers de documents enjoignant des Algériens de quitter son sol. Elle en applique une portion infime. Et sur les plateaux de télévision, elle désigne l'Algérie comme le responsable du problème, comme si les dysfonctionnements de la machine administrative française, ses tribunaux à bout de souffle, ses centres de rétention débordés, ses procédures à n'en plus finir, n'avaient aucune existence. Comme si la source du problème se trouvait exclusivement à Alger. Poussons l'analyse encore plus loin dans les données. 40% des étrangers actuellement placés en centre de rétention administrative en France sont des ressortissants algériens. 40%. L'Algérie ne représente guère plus de 10% de la population étrangère établie sur le sol français. Et pourtant, 4 détenus sur 10 dans les CRA sont algériens. Que nous révèle ce rapport sur la manière dont l'appareil judiciaire et policier français concentre son action sur les citoyens d'un pays en particulier? Il y a un autre chiffre que je dois porter à ta connaissance. Depuis le début de cette année, l'Algérie a opposé 12 refus d'admission portant sur 84 individus. Certains de ces 84 ressortissants ont été présentés à 2, voire 3 reprises devant les autorités consulaires algériennes en vue d'obtenir un document de voyage, et ce document leur a été refusé à chaque fois. Pendant ce temps, la France a accordé plus de 200 000 visas d'entrée à des ressortissants algériens au cours de l'année 2025,
tout en déplorant que l'Algérie ne délivre pas suffisamment de laissez-passer de sortie. Quand on couche cette asymétrie sur papier, en chiffres bruts, elle cesse d'être une affaire migratoire pour devenir une question de souveraineté. Une question de qui détient le pouvoir de décision et sur quel territoire. C'est précisément pour cette raison que l'Algérie a décliné de souscrire au dispositif de sous-traitance migratoire que Paris lui soumettait. Acte 2. L'accord de 1968. Ce texte que tout le monde invoque et que personne ne te déchiffre réellement. Ce texte existe. Il a été signé le 27 décembre 1968 entre la France et l'Algérie. Un texte sans équivalent dans toute l'histoire diplomatique française, car aucun accord comparable n'a jamais été conclu avec quelque autre pays que ce soit. Aucun. Pas avec le Maroc, pas avec la Tunisie, pas avec le Sénégal, pas avec le Vietnam. Uniquement avec l'Algérie. Cet accord de 1968 confère aux ressortissants algériens des conditions d'entrée de résidence et d'exercice professionnel en France qui échappent au régime de droit commun applicable aux autres étrangers. C'est un accord ancré dans l'histoire, enfanté par le processus de décolonisation. Une reconnaissance tacite que la France portait une dette morale et historique à l'égard de l'Algérie et de ses ressortissants. Une dette forgée par 132 ans d'occupation, par le démantèlement méthodique du tissu économique et social algérien et par la spoliation de millions de familles arrachées à leurs terres. Or, en mai 2026, un événement d'une portée considérable s'est produit. L'Assemblée nationale française a adopté une résolution remettant en cause cet accord de 1968. Les députés du Rassemblement national, de l'Union des droites pour la République des indépendants et du groupe Les Républicains ont conjugué leur suffrage pour faire passer ce texte. Une alliance entre droite classique et extrême droite qui proclame officiellement l'accord de 1968 doit être soit renégocié, soit abrogé. Ce vote relève du symbolique. Il n'a aucune valeur contraignante. Il ne modifie en rien dans l'immédiat le statut juridique des ressortissants algériens présents sur le sol français. Mais son poids politique est considérable. Il consacre publiquement la contestation d'un accord que la France a elle-même initié et paraphé. Il fait d'une décision historique commune entre les deux pays une cible de prédilection pour les campagnes électorales. Et il adresse un signal d'une clarté implacable à la communauté algérienne établie en France. Votre place ici n'a rien d'acquis. Voici maintenant la réponse d'Alger. Paris et Alger ont conjointement annoncé un accord visant à faire évoluer le texte de 1968. Deux mots méritent qu'on s'y arrête. Faire évoluer. Non pas abroger, non pas dénoncer de manière unilatérale. Faire évoluer. Et dans le vocabulaire des chancelleries, cette nuance est capitale. L'Algérie a consenti à prendre place autour d'une table de négociation, mais sans avaliser aucune des exigences unilatérales que la droite française brandissait. C'est une ouverture balisée, maîtrisée, pleinement souveraine, en aucun cas une reddition. Et dans cette séquence, il y a un élément que la quasi-totalité des observateurs a laissé passer. Retailleau, le ministre de l'Intérieur français, qui avait conduit l'offensive la plus agressive contre l'Algérie, celui qui brandissait la menace de suspendre les passeports diplomatiques algériens, celui dont la rhétorique était la plus frontalière, a essuyé une défaite. Le journal Sud-Ouest l'a formulé en ces termes explicites en mai 2026. Dans cette crise, le camp du rapport de force, porté par l'ex-ministre Retailleau, a perdu. C'est la voie du dialogue qui l'a emporté. Retailleau a perdu parce qu'à un moment donné, quelqu'un à Paris a daigné faire le calcul que je vais maintenant te soumettre. Acte 3. Pourquoi maintenant l'agenda dissimulé derrière le bras de fer migratoire? Une date que personne ne rapproche de cette crise des expulsions. Le premier tour de la présidentielle française est programmé pour avril 2027. Nous en sommes à 10 mois. Or, depuis 2 ans, dans tous les baromètres d'opinion français, l'immigration figure invariablement parmi les 2 ou 3 sujets qui préoccupent le plus les électeurs. En 2026, plusieurs enquêtes concordantes indiquent que 68% des Français jugent que leur pays accueille un nombre excessif d'étrangers. Dans ce contexte, agiter la question des expulsions d'Algériens n'a rien d'une politique migratoire. C'est de la mise en scène électorale. Une démonstration de sévérité calibrée pour un électorat ciblé dans un calendrier calculé avec des protagonistes choisis.
Et les Algériens constituent la cible idéale pour cette démonstration. Ils forment la communauté étrangère la plus nombreuse et la plus visible. Et la relation franco-algérienne est suffisamment chargée d'histoire et de tensions pour que chaque accroc produise instantanément de l'écho médiatique. Qui sont les politiciens français qui s'expriment le plus sur les expulsions d'Algériens en 2026 ? Bruno Retailleau, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Nicolas Pouvreau-Monti sur CNews. Ce ne sont pas des spécialistes des flux migratoires, ce sont des candidats déclarés ou des soutiens affichés de candidats à une échéance électorale qui arrive dans 10 mois. Et Macron dans tout cela ? Macron pratique le grand écart. D'un côté, il laisse sa droite et son centre-droit souffler sur les braises de la question algérienne pour en recueillir les dividendes électoraux. De l'autre, il préserve des lignes de communication discrètes avec Alger parce qu'il mesure parfaitement ce que je vais t'exposer dans la prochaine partie, le coût réel pour l'économie française d'une rupture consommée avec l'Algérie. C'est ce même Macron qui a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en juillet 2024 pour des calculs de politique intérieure et qui en règle depuis la note diplomatique avec Alger. C'est ce même Macron qui a mandaté son Premier ministre, Bayrou, pour dépêcher un ambassadeur à Alger en mai 2026 afin d'amorcer le dégel après 18 mois de crise déclarée. Le bras de fer migratoire et la reprise du dialogue ne sont pas deux politiques contradictoires. Ce sont deux séquences d'une même stratégie électorale dépourvue de cohérence. Et c'est précisément cette incohérence qui annonce une mauvaise fin. Acte 4. Les 5 raisons précises pour lesquelles cette stratégie va se retourner. Première raison, le gaz que la France ne peut absolument pas se permettre de perdre. Des sociétés françaises sont implantées en Algérie. Elles font travailler directement 40 000 employés algériens. Et surtout, elles bénéficient d'un accès à un marché de 48 millions de consommateurs, à des ressources énergétiques sans commune mesure en Méditerranée, et à des marchés d'infrastructures dont certains se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Les ventes françaises à destination de l'Algérie représentent plusieurs milliards d'euros annuellement. Selon les exercices, l'Algérie se situe entre le 15e et le 20e rang des clients de la France à l'échelle mondiale. Mais le chiffre qui pèse véritablement dans la balance, c'est celui du gaz. L'Algérie achemine vers l'Europe 45,7 milliards de mètres cubes de gaz chaque année. En mars 2026, ses exportations de GNL ont enregistré une progression de 41%. Ce gaz transite vers l'Italie via le gazoduc Transmed, vers l'Espagne via le Medgaz. Il réchauffe des foyers, alimente des chaînes de production industrielle et contribue à maintenir les prix de l'énergie à un niveau supportable en Europe occidentale dans la période de transition qui suit la dépendance au gaz russe. La France n'est pas le principal bénéficiaire direct de ce gaz, mais elle évolue dans le même espace énergétique que les nations qui en sont tributaires. Peut-elle raisonnablement se permettre de pousser vers la rupture un pays qui tient les vannes de l'approvisionnement énergétique à l'heure où l'Europe se démène pour trouver des alternatives au gaz russe ? La réponse est non, et il y a des gens à Paris qui le savent parfaitement. Deuxième raison, le 1,5 milliard d'euros qui transitent chaque année. Ségolène Royal, lors d'une récente prise de parole sur TSA, a eu l'audace de suggérer que la France envisage de bloquer les autorisations de virement bancaire des ressortissants algériens vers leur pays d'origine. Elle a elle-même avancé le chiffre 1,5 milliard d'euros par an, 1,5 milliard d'euros que la diaspora algérienne établie en France expédie chaque année vers l'Algérie. Je veux maintenant que tu inverses la lecture de ce chiffre. Pour l'Algérie, ces transferts représentent des entrées de devises. Pour la France, ils représentent de la richesse qui irrigue l'économie française avant de franchir ses frontières. Ces 1,5 milliard transitent par des établissements bancaires français, des plateformes de transfert françaises, des comptes ouverts en France. Et surtout, ces 1,5 milliard sont produits par des femmes et des hommes qui travaillent en France, qui s'acquittent de leurs impôts en France, qui consomment en France. Bloquer ces transferts ne constituerait pas une punition infligée à l'Algérie. Ce serait une provocation directe lancée aux 7 millions d'Algériens qui vivent en France en leur adressant le message le plus cinglant qui soit « Vous demeurez des étrangers sur ce sol, quand bien même vous y seriez nés, quand bien même vous porteriez une carte d'identité française, quand bien même vous auriez suivi votre scolarité dans nos établissements, et accompli votre service militaire sous notre drapeau. » Est-ce là la politique migratoire d'une nation qui réfléchit ou celle d'un pays qui préfère attiser les peurs ?
Troisième raison. L'Algérie a substitué à la France d'autres partenaires dans l'ensemble de ces secteurs. Les opérateurs économiques français présents en Algérie font face à une réalité difficile. Depuis la crise diplomatique de 2024 à 2025, d'autres puissances ont saisi l'occasion pour s'installer. L'Italie a conclu de nouveaux contrats gaziers avec Sonatrach et s'est imposée comme le premier partenaire énergétique de l'Algérie en Europe, et la relation personnelle entre Meloni et Tebboune est manifestement au beau fixe. L'Allemagne a renforcé ses connexions économiques de manière méthodique et sans éclat. La Turquie a emporté des marchés de construction se chiffrant en milliards sur le territoire algérien. La Chine déverse des capitaux massifs dans les infrastructures, le tissu industriel et le secteur technologique. Les États-Unis, de leur côté, ont consolidé leur position commerciale dans le domaine des hydrocarbures. À chaque mois que se prolonge la crise franco-algérienne, ce sont des parts de marché françaises qui migrent vers des concurrents qui ont, eux, misé sur la considération plutôt que sur l'affrontement. Les entreprises françaises implantées en Algérie en sont parfaitement conscientes. Elles assument les conséquences de décisions politiques arrêtées à Paris sans que leurs intérêts concrets sur le terrain aient été pris en compte. Quatrième raison, la renégociation de l'accord de 1968 aboutira à un texte moins avantageux pour la France que celui qui existe aujourd'hui. Voici le paradoxe que les promoteurs de cette renégociation n'ont pas intégré dans leur raisonnement. En 1968, cet accord a été conclu dans une configuration où la France occupait une position dominante, tandis que l'Algérie émergeait à peine de 6 années d'indépendance. Son économie était vulnérable, sa diplomatie manquait encore de maturité, et la France imposait l'essentiel des termes. En 2026, le rapport de force a été entièrement reconfiguré. L'Algérie pèse désormais des milliards de dollars. Elle ne porte aucune dette extérieure. Elle dispose d'une armée dotée d'un budget de 25 milliards de dollars. Elle assure la présidence de l'Union africaine. Elle pilote le nouvel axe trilatéral Alger-Tunis-Tripoli. Moscou, Pékin, Ankara et Washington se disputent ses faveurs. Elle n'a nullement besoin de Paris pour assurer ni sa survie, ni son développement. Si la France s'engage dans une renégociation de l'accord de 1968 en 2026, depuis une position qu'elle croit forte, mais qui est en réalité affaiblie, elle n'en tirera pas de meilleures conditions. Elle devra traiter avec un partenaire qui dispose d'alternatives réelles, et ces alternatives ont une valeur sans commune mesure avec ce qu'elles représentaient en 1968. Cinquième raison, la diaspora algérienne de France est en pleine recomposition identitaire. Durant des décennies, la communauté algérienne établie en France a orienté ses suffrages massivement vers la gauche. Elle s'est reconnue, au moins en partie, dans des formations politiques qui portaient la défense de ses droits et assumaient la mémoire coloniale. Et cette communauté entretenait avec la France un lien complexe mais tangible, une forme d'attachement teinté de cicatrices historiques. Ce qui s'opère depuis 2024 n'est pas une simple évolution de degré, c'est une rupture de nature. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une résolution contestant l'accord de 1968, lorsque des responsables politiques envisagent de geler les envois de fonds, lorsque des chaînes nationales consacrent leur prime time à accoler systématiquement le mot algérien au mot menace, lorsque des Algériens installés en France depuis 20 ans se voient notifier des OQTF, lorsque des Franco-Algériens de 58 ans nés sur le sol français reçoivent des documents leur intimant de quitter le territoire, quelque chose d'irrémédiable se produit au plus profond de l'identité de ces 7 millions de personnes. Quelque chose que les spin doctors électoraux français n'ont pas su anticiper parce qu'ils scrutent les baromètres à court terme sans jamais s'intéresser aux reconfigurations identitaires sur la durée. Ces 7 millions de personnes ont un smartphone. Elles visionnent ses analyses, elles épluchent ses chiffres, elles perçoivent l'écart béant entre le discours officiel et les faits, et leur sentiment d'appartenance se réorganise. Non pas dans la direction de la haine, non pas dans celle de la violence, mais vers la solidarité, vers un attachement renforcé à l'Algérie, vers une identité algérienne réaffirmée, délibérément, choisie, portée avec fierté, précisément parce qu'on leur signifie qu'elle est indésirable. La France s'imagine qu'en tenant cette communauté à l'écart, elle l'affaiblit. En réalité, elle est en train de la souder. Abonne-toi dès maintenant si ce n'est pas encore fait, active les notifications, parce que ce que nous construisons ici n'est pas du contenu de divertissement, c'est de la transmission.
Chaque donnée que tu reçois dans cette vidéo est une donnée à laquelle tu as pleinement droit et que les médias dominants ne te restitueront pas avec le format, la rigueur et la profondeur que tu es en droit d'attendre. Acte 5. Ce que l'Algérie accomplissait pendant qu'on la commentait sans l'écouter. Il y a quelque chose de profondément incongru dans la manière dont la France débat des expulsions algériennes. L'Algérie en est l'objet central. Son nom est prononcé des dizaines de fois quotidiennement sur les antennes françaises. Et pourtant, dans tout ce brouhaha médiatique, personne ne prend la peine de décrire ce que l'Algérie fait concrètement pendant qu'on l'analyse à distance. Voici ce que l'Algérie a accompli en parallèle de cette crise. Elle a conclu avec la Russie une déclaration de partenariat stratégique renforcé. Un document qui balise la coopération bilatérale pour les prochaines décennies dans des secteurs précisément identifiés. Défense, énergie, technologie, industrie. Elle a assumé la présidence du premier mécanisme trilatéral Alger-Tunis-Tripoli, plaçant pour la première fois depuis les indépendances 3 capitales maghrébines sous une coordination à direction algérienne. Elle a consolidé son partenariat avec la Turquie à l'occasion d'une visite d'État à Ankara, une alliance qui agace l'OTAN et qui se concrétise par des contrats industriels et militaires comptés en milliards. Elle a ouvert la liaison directe Alger-Kuala Lumpur, signal éloquent, l'Algérie peut désormais connecter l'Afrique du Nord à l'Asie du Sud-Est en contournant totalement les plateformes aéroportuaires européennes. Sans escale à Paris, sans transit par Francfort, sans passer par Amsterdam. Elle accélère par ailleurs son processus d'adhésion aux BRICS selon des modalités qu'elle a elle-même arrêtées et maintient un budget de défense de 25 milliards de dollars. La première force militaire du Maghreb, la deuxième du continent africain en termes de moyens, sans rendre de compte à quiconque sur l'usage qu'elle en fait. Pendant que les plateaux français s'épuisent sur la question des laissez-passer consulaires, l'Algérie reconfigure son réseau d'alliances à l'échelle planétaire. Pendant que des élus français dissertent sur l'ingratitude algérienne, l'Algérie paraphe des accords avec Moscou et Ankara. Pendant que la France calcule le bilan de 140 reconduites à la frontière, l'Algérie ouvre des voies directes vers Kuala Lumpur, Pékin, Moscou et le Sahel. Le fossé entre l'obsession française et la réalité algérienne est abyssal. Et c'est précisément cet abîme qui explique pourquoi cette histoire finira mal pour la France. Acte 6. Le piège que la France n'a pas encore identifié. Laisse-moi te proposer une image du quotidien. Tu as un voisin. Vous cohabitez depuis 60 ans. Il t'achète ton gaz, il t'a envoyé ses fils et ses filles travailler dans tes entreprises, il a versé ses impôts, ses cotisations, ses charges. Il a été formé dans tes établissements scolaires. Il a confié ses enfants à tes médecins, à tes hôpitaux. Il a mis la main à la pâte pour construire tes infrastructures routières et ton parc de logements sociaux. Et un beau matin, tu lui expliques que sa présence dans ton immeuble pose problème, que tu souhaites revoir les termes de sa situation, que tu t'apprêtes à voter un texte lui signifiant que son statut particulier ne t'arrange plus. Crois-tu sincèrement que ce voisin va demeurer assis dans le couloir à patienter que tu statues sur son sort, ou qu'il va commencer à repérer les issues de secours? La France est en train d'orienter l'Algérie vers la sortie. Et l'Algérie, en dépit de ce qu'imaginent les éditorialistes de CNews, a déjà la main posée sur la poignée. Elle ne l'a pas encore actionnée jusqu'au bout, mais chaque expulsion mise en scène médiatiquement, chaque résolution hostile à l'accord de 1968, chaque tirade sur l'ingratitude algérienne fait tourner cette poignée d'un cran supplémentaire. Et le piège véritable, c'est que la France se persuade qu'elle peut contenir cette tension jusqu'en 2027, que les choses se normaliseront une fois la présidentielle passée, que l'Algérie patientera sagement, que les intérêts économiques français sur le sol algérien survivront à la pression politique. Mais ce que la France n'a pas intégré dans son calcul, c'est que chaque rapprochement algérien avec Moscou, Pékin ou Ankara est sans retour. On ne scelle pas un accord stratégique avec Poutine pour le déchirer au lendemain d'un scrutin français. On n'accède pas à la tête d'un axe maghrébin trilatéral pour le démanteler parce que Macron a dépêché un nouvel ambassadeur à Alger. Ces architectures diplomatiques sont durables. Elles ne se suspendent pas au gré des alternances électorales françaises. La France résonne dans l'instant. L'Algérie, elle bâtit dans la durée.
Et en géopolitique, dans le face-à-face entre le temps court et le temps long, c'est invariablement le temps long qui l'emporte. Acte 7. Ce que l'Algérie peut et devrait entreprendre dès maintenant. 5 leviers que personne ne nomme. Je ne me pose pas en conseiller du gouvernement algérien, mais les données permettent d'identifier les ressorts dont l'Algérie dispose dans ce bras de fer. Et certains de ces ressorts recèlent qu'une puissance que même les décideurs algériens n'ont peut-être pas encore pleinement activée. Premier levier, la diaspora comme vecteur de communication organisée. Des Algériens en France et des millions d'autres au Canada, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Australie. Ces femmes et ces hommes s'expriment en français. Ils occupent des postes dans des entreprises, des rédactions, des institutions. Ils disposent de réseaux, de tribunes, de téléphones, de présences actives sur les plateformes numériques. Une stratégie de communication concertée, structurée, ancrée dans des faits vérifiables, coordonnée depuis Alger, pourrait faire de ces 7 millions de personnes autant de contrepoids aux récits négatifs dominants. Non pas de la propagande, mais de la vérité. Mise en forme, documentée, répétée et relayée à grande échelle. Deuxième levier, l'accélération de la diversification énergétique. L'Algérie achemine 45,7 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Europe. C'est elle qui détermine à quels acheteurs elle destine ses volumes. Elle a la capacité d'accélérer la réorientation de sa clientèle vers l'Asie, la Turquie et l'Afrique. L'ouverture de la liaison directe Alger-Kuala Lumpur envoie précisément ce signal. Le rapprochement avec la Malaisie, dont le secteur énergétique figure parmi les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est, ouvre des perspectives commerciales que Paris est totalement impuissant à contrarier depuis ses bureaux. Troisième levier, les partenariats commerciaux de substitution. À chaque contrat qu'une entreprise française cède à un concurrent turc, chinois ou italien sur le marché algérien, l'équilibre des forces se modifie. L'Algérie n'a nul besoin de proclamer officiellement une politique de substitution de ses partenaires. Il lui suffit d'amplifier et d'accélérer ce qu'elle a déjà enclenché. Quatrième levier, le cadre juridique de l'accord de 1968 comme instrument de négociation. L'Algérie a consenti à ouvrir des discussions, mais s'asseoir à une table de négociation ne signifie pas plier. Si la France entend obtenir une modification de cet accord, elle doit mettre quelque chose sur la table en retour. La question que la diplomatie algérienne doit poser sans détour, quelle est l'offre française en contrepartie de cette révision? Des engagements d'investissement substantiels, un accès privilégié des produits algériens au marché européen, un partenariat énergétique fondé sur une réelle réciprocité, la reconnaissance officielle des crimes commis durant la période coloniale. Ce sont là des contreparties pleinement légitimes, et si la France se dérobe à cette exigence, la renégociation perd toute raison d'être. Cinquième levier, l'Afrique. L'Algérie préside l'axe trilatéral Alger-Tunis-Tripoli. Elle dispose d'un poids réel au sein de l'Union africaine. Elle entretient des liens historiques et politiques profonds avec les nations du Sahel que la France a perdus, l'un après l'autre, depuis 2022, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Ces pays ont signifié leur congé aux forces armées françaises et se sont tournés vers la Russie, tout en reconnaissant à l'Algérie un rôle de médiateur crédible. L'Algérie est en passe de devenir la puissance de stabilisation continentale que la France n'est plus en mesure d'incarner. Et cette stature continentale pèse dans chaque négociation bilatérale, y compris et peut-être surtout avec Paris. Voici à présent les 5 enseignements fondamentaux à retenir de cette analyse. Premier enseignement, les reconduites à la frontière. D'Algériens ne constitue pas une politique migratoire. C'est une opération de communication électorale orchestrée à 10 mois de la présidentielle française de 2027. Les chiffres en attestent sans ambiguïté. On passe de 22 exécutions sur 7 mois à 140 sur 1 an et uniquement après 18 mois de crise diplomatique portée à son paroxysme. Ce n'est pas de la performance administrative, c'est de la théâtralisation politique. Deuxième enseignement, l'accord de 1968, que la droite française entend remettre à plat, a été négocié à une époque où la France était en position dominante et l'Algérie en situation de vulnérabilité. La renégociation de 2026 se déroulera face à une Algérie sans aucune dette extérieure, dotée d'un budget militaire de 25 milliards de dollars, ancrée dans des alliances mondiales et disposant de solutions de rechange crédibles à la France dans l'ensemble des domaines.
Le résultat sera très éloigné de ce qu'escomptent les partisans de cette révision. Troisième enseignement. Chaque fois que Paris instrumentalise la question algérienne à des fins de politique intérieure, il précipite le basculement algérien vers de nouveaux partenariats. Ces réorientations sont irréversibles et leur accumulation finira par transformer en profondeur la carte des intérêts français dans la région. Quatrième enseignement. Les 7 millions d'Algériens établis en France ne sont pas un problème à gérer. Ce sont 7 millions de passerelles humaines entre deux nations liées par 60 ans d'histoire, partagées de blessures communes et d'intérêts imbriqués. Les réduire à une variable migratoire n'est pas seulement moralement indéfendable, c'est économiquement absurde et géopolitiquement suicidaire. Cinquième enseignement, cette crise finira mal pour la France. Non pas en raison d'une quelconque hostilité algérienne, mais à cause de la myopie stratégique française. Une puissance régionale disposant d'alternatives réelles, d'une diaspora considérable, de ressources énergétiques vitales et d'un réseau d'alliances en expansion permanente ne se pilote pas à coups de résolutions symboliques au Palais Bourbon et d'opérations de communication autour des laissez-passer consulaires. Elle se pilote par le respect. Et le respect en diplomatie commence par admettre que l'autre est votre égal. Je t'adresse maintenant ma question, une seule, mais elle appelle une vraie réponse, et c'est dans les commentaires que j'attends cette réponse, parce que ce sujet mérite un débat de fond. Sans détour, la voici. Face à ce que tu observes, les expulsions, le vote, remettant en cause l'accord de 1968, les sondages qui rangent l'Algérie parmi les menaces perçues, est-ce que tu estimes que la France a d'ores et déjà atteint un seuil d'irréversibilité dans sa relation avec l'Algérie? Ou bien existe-t-il encore, quelque part dans le paysage politique français, une combinaison possible qui permettrait de rebâtir cette relation sur un fondement de parité réelle? Réponds-moi avec tes propres mots, avec ta lucidité, avec les données que tu maîtrises. Parce que ceux qui suivent cette chaîne ne cherchent pas à entendre confirmer ce qu'ils pensent déjà. Ils viennent pour élaborer collectivement une grille de lecture que nul autre ne leur propose. Et avant de quitter cette vidéo, indique-moi également depuis quel pays tu nous suis en ce moment. Algérie, France, Canada, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, Italie, Tunisie, Maroc, Libye, Sénégal, Côte d'Ivoire, États-Unis, Australie, et ta ville aussi, si tu le souhaites, parce que la cartographie de la diaspora algérienne qui suit cette chaîne est en elle-même une donnée politique. Une donnée qui atteste que la voix de l'Algérie ne s'arrête pas à ses frontières géographiques. Diffuse cette vidéo dès maintenant, pas demain, maintenant. Transmets-la à quelqu'un en France qui croit sincèrement que l'Algérie fait obstruction sur la question des expulsions. Mets-lui les vrais chiffres sous les yeux. 22 exécutions sur 7731 OQTF prononcées. 140 reconduites à la frontière en 5 mois, au terme de 18 mois de tension diplomatique maximale. 200 000 visas d'entrée délivrés par la France à des ressortissants algériens, pendant qu'elle se lamente de ne pas recevoir assez de laissez-passer. Ces chiffres ne relèvent d'aucune prise de position. Ce sont des données issues du ministère français de l'Intérieur lui-même. Transmets-les. Laisse les faits opérer. La semaine prochaine, on s'attaque au dossier qui fait frémir les chancelleries maghrébines. 25 milliards de dollars, c'est le budget militaire algérien pour 2026. On va en disséquer chaque composante, le mettre en regard avec les budgets du Maroc, de l'Égypte, de l'Éthiopie et des grandes puissances africaines. On va t'expliquer pourquoi ce chiffre constitue le message le plus limpide que l'Algérie adresse au reste du monde sur la trajectoire qu'elle est en train d'emprunter. Et pourquoi certaines capitales font le choix délibéré de ne pas s'en emparer. On arrive. Yeah!